Bienvenue sur Mon Éloquence, le podcast dans lequel nous cultivons l'éloquence afin de prospérer à tous égards. Je suis Simone, ta chère hôtesse dans ce podcast dans lequel nous parlons éloquence et ascension sociale. L'épisode du jour sera axé sur la branche ascension sociale de la mission de Mon Éloquence. Tout comme le précédent, ce fut non une première, car j'ai abordé le sujet de l'ascension sociale dans divers épisodes précédemment, mais ce fut quand même la première fois que j'aille autant en profondeur sur des notions sociologiques, et je vais continuer sur cette lancée pour dire vrai. Dans le précédent épisode, nous avons vu les premières théories de classe sociale, avec l'Inde traditionnelle, l'Europe du XIe au XVIIIe siècle. Nous avons mentionné les 8 catégories socio-professionnelles. J'en avais dit 9, mais je me suis bien corrigée dans la légende. Et nous avons cité des sociologues tels que Pierre Bourdieu, Karl Marx ou encore Émile Durkheim. Après avoir écouté le précédent épisode, tu t'es peut-être demandé de quelle classe sociale tu étais. Et ce fut d'ailleurs l'exercice que j'ai donné à la fin de l'épisode, comme à chaque fin d'épisode, je laisse soit une question, soit un exercice, quelque chose à faire en tout cas pour en sortir enrichi et surtout pour travailler sur ce que tu viens d'écouter. À l'issue de cet exercice, il y a 2 cas de figure. Soit tu as trouvé ta classe sociale, tu t'identifies à l'une d'entre elles et puis voilà. Le deuxième cas de figure, eh bien, tu peines à la trouver parce que tu te reconnais dans plusieurs d'entre elles. Ainsi, tu te demandes encore, mais je fais partie de quelle classe ? Et dans cet épisode, je vais répondre pourquoi tu ne parviens pas à t'identifier à une classe sociale en analysant la dynamique de la structuration sociale. Avant d'aller plus loin, je vais citer la définition de dynamique, ok ? J'aime vraiment la précision des mots et il y a des termes, comme je dis souvent, qu'on utilise assez souvent et puis qui sont, qui ont plusieurs sens en fonction de la phrase dans laquelle ils se trouvent. Mais dans notre cas, j'ai relevé la définition de dynamique suivante. Ensemble de forces orientées vers un développement, une expansion. Il s'agit de la définition du Robert que je mettrai en légende. Enfin, l'une des définitions, parce qu'il y en a plusieurs, et celle qui matchait le plus, ou bien du moins qui était le plus en accord avec la notion que je souhaite exprimer là, eh bien c'était celle-ci. Dans notre cas, cela met en évidence le fait que la structuration sociale, le fait de structurer une société et des individus, elle n'est pas statique mais en mouvement, ok ? D'une décennie ou d'un siècle à l'autre, nous pouvons faire de nouvelles découvertes et changer notre manière de structurer la société. Pour expliquer le fait que tu ne parviennes pas à t'identifier à une classe sociale, nous verrons ce que nous pouvons dire des frontières de classe. Dans un deuxième temps, nous verrons comment expliquer que les identités individuelles soient de plus en plus diversifiées. Enfin, nous verrons si les inégalités actuelles traduisent un retour des classes sociales. Chapitre 1. Que peut-on dire des frontières de classe ? Depuis les années 70, la structure de la population active, à savoir ceux qui travaillent, a fortement évolué. On observe un déclin de la classe ouvrière et celle des agriculteurs, là où celle des cadres et professions intermédiaires et employés est en pleine croissance. Serge Bosc, un enseignant en sociologie, explique cela par des phénomènes tels que la diffusion rapide de nouveaux biens et de services dans la population, qui a été favorisée par l'expansion des médias, et la scolarisation de masse, là où avant l'école était réservée à une certaine élite. La loi Haby, qui a été mise en place en 1975, a rendu le collège gratuit, là où avant ce n'était que la scolarité primaire, enfin l'école primaire. Alors que la scolarité était déjà obligatoire jusqu'à 16 ans, le collège était payant. Maintenant qu'il était gratuit, là, les enfants d'ouvriers pouvaient s'y rendre plus aisément qu'avant, bien évidemment.
Grâce à leur éducation, ils ont pu devenir cadres, avoir des professions intermédiaires, devenir employés, enfin connaître une ascension sociale, quoi, un peu comme celle que nous sommes en train d'expérimenter, toi, moi, qui écoutons. Et cette ascension sociale leur a permis de rejoindre les enfants de cadres, qui étaient déjà présents dans cette classe sociale, tout simplement grâce à la reproduction sociale. Beaucoup trop de social dans cette phrase, mais comme on l'a vu précédemment, il était tout à fait naturel de se reproduire. Les classes se reproduisent naturellement. T'es enfant d'ouvrier, tu deviens ouvrier. T'es enfant de cadre, tu deviens cadre. T'es enfant de bourgeois, tu deviens bourgeois. Alors là, maintenant, on va faire des mathématiques. Le nombre d'enfants cadres qui étaient déjà présents dans cette classe, plus les enfants d'ouvriers, devenus cadres grâce à l'ascension sociale, égale moyennisation de la société. La moyennisation de la société, c'est tout simplement la croissance de la classe moyenne. Et elle s'est faite de sorte à ce que toutes les personnes qui étaient, enfin pas toutes les personnes, une grande partie des enfants d'ouvriers, eh bien, ont grimpé de sorte à ce qu'ils rejoignent les enfants de cadres et ils ont créé comme un gros groupe de classe moyenne. Face à ce phénomène, on observe des frontières entre les classes de plus en plus minces. L'éducation a vraiment permis aux classes populaires de grimper de sorte à rejoindre les classes moyennes, là où avant, eh bien, c'était vraiment toutes les classes étaient bien distinctes. Et cela diffère vraiment de la vision de Karl Marx. Et j'articule bien parce qu'il ne faut vraiment pas le confondre avec un autre sociologue que je ne vais pas citer pour ne pas vous mélanger. Mais voilà, avec Karl Marx, qui a une vision vraiment binaire, les bourgeois, les prolétaires. Ce phénomène a apporté une vision cosmographique de la société. Cosmographique, ça signifie en forme de toupie, et cette théorie a été amenée par le sociologue Henri Mandras. Alors, est-ce que tu as l'image d'une toupie dans ta tête ? Il y a un haut fin, une base épaisse et un bas fin. C'est donc comme si c'était un peu compartimenté en 3 parties. Et dans cette vision-là, le bout du haut là qui est fin de la toupie, ce serait la classe populaire. Donc elle s'est amoindrie grâce à l'éducation. Le milieu hyper épais là, ça correspond aux anciens enfants d'ouvriers qui sont devenus qui sont devenus dans la classe moyenne et qui ont rejoint ceux qui étaient déjà dans la classe moyenne. Ils ont donc créé un gros groupe, comme je l'ai dit précédemment, pour grossir le trait. Et enfin, la base du bas, là, le bas fin, ça correspondrait à la bourgeoisie qui, quant à elle, continue à se reproduire de la même manière, pour dire vrai. Dans la mesure où la majorité de la société était composée d'individus de la classe moyenne, eh bien, ça a fait en sorte que les gens de la classe moyenne étaient majoritaires. Je pense qu'il y avait... Enfin, même pas je pense. Il était donc naturel de croiser plus naturellement une personne faisant partie de sa classe. Et si on nous croise un peu partout, si on se croise un peu partout, cela baisse le sentiment d'appartenance. Ils n'avaient plus l'impression d'appartenir à une quelconque classe, comme ce fut le cas plus tôt dans le siècle. Et cette baisse du sentiment d'appartenance, cette baisse du sentiment de on est un groupe, a tout simplement fait croître l'individualisme. Les individus étaient plus pour soi, pensaient plus pour eux, pas dans un sens égoïste, mais juste naturellement, parce que tu te sens plus dans un groupe, donc tu deviens vraiment un membre à part entière dans la société. S'il y a bien un élément à retenir de ce point, c'est que les frontières de classe étaient devenues de plus en plus minces. Chapitre 2. Comment expliquer que les identités individuelles soient de plus en plus diversifiées ? Pour introduire cette partie, je nous invite à remonter dans le temps et nous arrêter à un jour de 2008. Il est 5 heures, l'heure à laquelle elle se réveille. Elle, c'est Enomis, sociologue depuis 6 ans. Comme tous les matins, elle se lève, fait son jogging dans les rues de Paris. Elle apprécie particulièrement ce moment car elle a l'impression que le monde lui appartient. Les rues sont vides, silencieuses, alors que dans moins de 3 heures, elles seront envahies par une foule de Parisiens se rendant à l'école, à l'université, au travail, ou même en vacances, tiens, pourquoi pas. Elle rentre ensuite chez elle, fait sa toilette, médite, écrit,
avant de monter sur son vélo pour se rendre aux 3 rue de Valois, dans le 1er arrondissement de Paris. Elle entre, salue ses collègues et s'exclame : « Bien, où en sommes-nous avec ce sujet sur le bal et le concert de musique classique ?» Et la réunion suit son cours. 3 rue de Valois. Nous sommes au ministère de la Culture et de la Communication, qui est devenu simplement le ministère de la Culture en 2017. Et le département de Madame Enomis, comme on l'a prénommé, relève les résultats de l'enquête pratique culturelle des Français réalisée auprès de cadres et personnes de professions intellectuelles supérieures et d'ouvriers. Les 2 activités prises dans cette enquête sont le bal et le concert de musique classique. L'enquête relève que sur 100 cadres et personnes exerçant des professions intellectuelles supérieures, au cours des 12 derniers mois, 12 se sont rendus au bal. Sur la même quantité d'ouvriers, au cours des 12 derniers mois, 21 se sont rendus à un bal. Cette même enquête révèle également ceci, sur 100 cadres et personnes exerçant des professions intellectuelles supérieures, au cours des 12 derniers mois, 21 se sont rendus à un concert de musique classique. Sur la même quantité d'ouvriers, seulement une personne sur 100 s'est rendue à un concert de musique classique. Pour comprendre cette distinction, il est à noter que le bal cité dans cette enquête est un bal populaire, donc accessible, à la différence du bal auquel moi j'ai pensé quand j'ai lu l'enquête. Quand j'ai lu l'enquête et qu'il y avait bal et concert de musique classique, je me suis dit, bon, c'est assimilé à une même catégorie ou bien du moins une même classe. Mais là, il s'agit vraiment d'un bal populaire et le bal auquel j'avais pensé directement, c'est vraiment le bal haut de gamme, le bal des débutantes ou encore le bal des parisiennes, voyez-vous. Et ces beaux-là, on dit bal ou beau au pluriel ? Tiens, bonne question. En tout cas, je vais dire naturellement ces bals-là, et je me corrigerai éventuellement plus tard. Ces bals-là sont quant à eux plus élitistes, moins accessibles au commun des mortels, dirais-je. Face à ces chiffres, nous ne pouvons pas rester de marbre. Là où la différence entre le nombre de cadres et le nombre d'ouvriers s'étant rendue au bal est de 4 personnes, la différence entre le nombre de cadres et le nombre d'ouvriers s'étant rendus au concert de musique classique, une activité donc plus haut de gamme, est de 20 personnes. Face à ces chiffres, nous ne pouvons pas rester de marbre. Là où la différence entre le nombre de cadres et le nombre d'ouvriers s'étant rendus au bal, une activité donc plus populaire, est de 4 personnes, la différence entre le nombre de cadres et le nombre d'ouvriers s'étant rendus au concert de musique classique, une activité plus haut de gamme, est de 20 personnes. Mais ce que je souhaiterais relever dans le cadre de cet épisode, c'est même pas tant ces chiffres-là, mais c'est le fait qu'il existe une part importante d'individus faisant des activités assimilées à diverses catégories socio-professionnelles. C'est alors qu'on parle d'homme pluriel. L'homme pluriel. C'est un terme mis en avant par Bernard Lahire, qui est un sociologue français du XXIe siècle. La définition est comme suit. Un homme pluriel est un individu dont les pratiques culturelles sont empruntées à des milieux sociaux très différents. Pour dire vrai, quand j'étais dans cette classe-là et à ce cours de SES, j'étais très contente d'avoir vu cette notion en ce que je m'y reconnaissais, mais à 100%. À vrai dire, pour moi, je suis la femme plurielle par excellence. Et elle venait répondre à toutes les objections que j'avais face aux épisodes précédents. Enfin, face au cours précédent. Mais dans notre cas, face à l'épisode précédent, pour le coup. L'émergence de l'homme pluriel a 2 explications. Une explication historique et une explication structurelle. La première explication historique est due à ce qu'on a vu plus tôt, la démocratisation de la scolarité. Là où avant,
Le collège était réservé à une certaine élite. Là, maintenant, il a été mis gratuit grâce à la loi citée plus tôt. Ainsi, les classes ouvrières pouvaient s'y rendre, tout le monde pouvait s'y rendre et tout le monde s'y retrouvait. C'était vraiment un milieu dans lequel eh bien, toutes les classes sociales pouvaient s'y retrouver. Aussi, il y a eu la diffusion d'une culture de masse dans tous les milieux sociaux. Pour revenir à un temps plus contemporain, eh bien, je prendrai l'exemple de la CAN 2024. À cette CAN-là, eh bien, ce fut la Coupe d'Afrique et des Nations. Je pense que même en 1900, je ne sais combien, quand la CAN était organisée, il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux pour savoir que la CAN avait lieu, mais on était bien moins informés que maintenant. Aujourd'hui, eh bien, enfin plutôt en 2024, donc il y a 2 ans, il y a eu l'hymne de la CAN. Oui, j'appelle ça l'hymne de la CAN, tant cette musique a été très en vogue. Il s'agit donc de la musique Coup du marteau. Là où il serait très naturel que cette musique demeure, je dirais pas en Côte d'Ivoire, parce qu'elle est ivoirienne là, mais je dirais pas en Côte d'Ivoire, ce serait trop restreignant, mais peut-être qu'en Afrique, parce que bon, la coupe en question a eu lieu en Afrique. Eh bien, en Afrique ou bien dans les diasporas, les différentes diasporas africaines qu'il y a en Amérique, en Europe et partout dans le monde, eh bien, cette musique, elle a vraiment fait son chemin, ok. Elle a vraiment émergé dans tous les milieux sociaux et tu pouvais voir des personnes qui sont d'une classe sociale totalement différente s'amuser sur cette musique, enfin s'ambiancer, si je puis dire, sur cette musique. Et on avait l'impression d'assister à une certaine métaverse. Et ça, c'est un exemple de la diffusion d'une culture de masse et un exemple du fait que les cultures soient de plus en plus accessibles. Je vais prendre l'exemple également des réseaux sociaux et celui que je vais citer, même si, bon, je ne sais pas si je peux le citer comme un réseau social, mais je vais citer YouTube. Il y a quelques années, quand j'étais à l'étranger, eh bien, je discutais, j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes, etc. Et beaucoup me disaient, oui, je regarde beaucoup de reportages de Paris parce que je suis une Parisienne. Je regarde beaucoup de reportages de Paris. Ah, les Parisiennes, en général, elles aiment ceci, elles aiment cela, nanana, enfin bref, plein de clichés, etc. Ce que je souhaite mettre en avant au travers de ces exemples, c'est le fait que, aujourd'hui, tu peux être au fin fond de ta chambre à Kuala Lumpur, à Kinshasa et pourquoi pas à Montréal et visiter Paris. Comment ? Grâce à YouTube. Avoir des informations, ce sera pas la même chose que si tu vas directement sur le terrain, hein, mais tu auras quand même une première approche de la culture et tu seras en mesure d'en discuter avec une personne qui y habite. Et ça, je trouve ça vraiment beau. La deuxième explication, il y en a plusieurs, ce sont les explications structurelles. Il y a premièrement la pluralité des instances de socialisation. Cela signifie tout simplement le fait qu'on ait divers groupes sociaux, ou bien le fait qu'on ait divers groupes dans lesquels on grandisse, ou on s'éduque. Voilà. Il y a eu la famille, le groupe de socialisation par excellence, et ça je l'ai cité dans mes premiers épisodes. Il y a eu la famille. Enfin, la famille, ça a toujours été le groupe auquel tu t'identifiais, surtout à l'époque où le travail n'était pas aussi démocratisé. Tu travaillais en famille, justement, vous labouriez le champ en famille, etc. C'est le groupe par lequel tu t'identifiais. Au fur et à mesure du temps, il y a eu les amis. Ainsi, tu avais ta famille d'un côté et tes amis de l'autre. Tu t'identifiais des deux. Tu étais la maman d'un tel, la grande sœur d'un tel, la petite sœur d'X et la grand-mère d'une telle. Mais tu étais également l'ami d'un tel, l'ami d'une telle, la camarade d'une autre personne. Après les amis, eh bien, il y a eu les collègues. Et aujourd'hui, comme j'ai pu le citer dans l'épisode Vaincre la timidité pour prendre sa place au travail, eh bien, le travail est un milieu de socialisation comme un autre, pas plus ou moins qu'un autre, enfin pas moins qu'un autre, parce que j'ai comme l'impression, en tout cas de ce que je perçois, eh bien, une certaine négligence de ses collègues, du monde du travail, en mode on ne sait pas des amis au travail, but ça c'est un autre débat. Mais il y a eu les collègues, c'est des personnes que tu vois de 9 à 18, de 9 à 17 ou whatever, et puis ça reste un groupe de socialisation. Et
Je trouve que ce phénomène est particulièrement présent en France. Et si je me permets de dire, d'exprimer cette phrase, ce phénomène est particulièrement présent en France, c'est parce que j'ai eu à vivre dans un pays occidental, mais qui n'était pas la France, et j'ai remarqué que là-bas, il y avait plus de personnes qui restaient en communauté. C'est-à-dire que nous sommes ressortissants de tel pays, ben nous restons entre nous. Nous sommes enfants de ressortissants de tel pays, eh bien nous restons entre nous. Là où, eh bien en France, je trouve ça, je trouve vraiment merveilleux. Et j'ai mis un certain temps à trouver ce mot, à définir du moins le phénomène que je souhaite définir. Je trouve cela merveilleux, en ce que ayant grandi en France, j'ai pu grandir avec des personnes originaires de divers pays, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique plus rarement. Et c'est ainsi que je suis aujourd'hui capable de dire des mots en wolof, en arabe, en lingala, en nushi, en diverses langues. Je suis née en France et j'y ai grandi, mais je me sens tellement enrichie par les diverses cultures que j'ai eu à côtoyer. Et c'est une grande richesse, et je le dis même pas pour jouer les politiquement corrects ou pour donner un discours politique, comme on dit souvent. Oui, la richesse de la diversité française, je le pense vraiment. Et ce fut vraiment ma richesse, même quand j'ai voyagé et quand j'étais dans ce pays-là, je me disais que, waouh, je suis comme vraiment très contente d'avoir grandi en France avec un collègue de table sénégalais. Celui qui est devant, il est originaire de l'Algérie. Celle qui est là-bas, là, elle vient du Congo. Et celui qui est à gauche, à droite, là, enfin à droite là-bas, il est colombien. C'est riche et merveilleux. Fermons la parenthèse émotionnelle et retournons à la sociologie. Dans l'explication structurelle, il y a également la mobilité sociale. C'est tout simplement le fait de changer de classe sociale, et ce qu'on a mis en avant, je ne vais pas revenir là-dessus, l'ascension sociale des enfants d'ouvriers. Non. Avec l'émergence de l'homme pluriel, il est devenu compliqué de trouver des nouveaux critères pour stratifier la société. Waouh, j'ai utilisé ce mot hyper naturellement, je suis très ravie, mais pour, comment dirais-je, faire des cases, je ne suis pas familière de cette expression-là, mais en tout cas pour analyser la société, pour créer des groupes. Voilà. Ainsi, il y a un nouveau critère qui est entré en jeu, et ce nouveau critère-là, c'est l'omnivorité. L'omnivorité, c'est tout simplement le fait d'être omnivore, et ça vient en opposition avec l'univorité. Omnivorité est un dérivé du mot omnivore, et la définition du mot omnivore est caractère de ceux qui dévorent tout. Au fur et à mesure de l'épisode, tu comprendras pourquoi. Univorité, ce terme qui vient donc en opposition au premier terme, c'est le caractère de ceux qui ne dévorent qu'une seule chose ou bien des choses bien spécifiques. Alors comment est-ce qu'on est passé d'homme pluriel à omnivorité ? Simplement parce que on a vu que comme on ne pouvait plus créer des groupes parce qu'il y avait de plus en plus d'hommes pluriels, le nouveau critère de différenciation était l'omnivorité et l'univorité. L'omnivorité, c'est le fait de toucher à différentes cultures, d'être en mesure de toucher à diverses cultures, d'avoir des activités diverses et variées qui étaient assimilées à des classes plus différentes les unes que les autres. C'est le cas par exemple de l'enquête menée par Madame Enomis au sein du ministère de la Culture et de la Communication un peu plus tôt dans l'épisode. Dans cette enquête, les cadres et personnes exerçant des professions intellectuelles supérieures ont cette capacité-là à aller au bal ainsi qu'au concert de musique classique. Du moins, la différence entre les cadres et les ouvriers qui se rendaient au bal était minime. Au contraire, l'univorité, c'est le fait d'avoir, vraiment peu de diversité dans la manière de se divertir, dans les différentes activités que les personnes en question font au quotidien. C'est ainsi qu'on a pu voir une
une différence éloquente, et j'ai pas manqué de le marquer, entre les cadres qui s'étaient rendus à un concert de musique classique et les ouvriers qui s'étaient rendus à un concert de musique classique. Là, la différence était importante. Selon ce modèle, les classes supérieures ont une faculté à avoir plusieurs goûts. Ils peuvent aimer le théâtre, comme ils peuvent aimer aller au bal, comme ils peuvent aimer aller à un concert de musique classique. Ce sont vraiment des goûts qui touchent toutes les classes sociales. Là où les classes populaires auraient des préférences plus exclusives. Ils ont leur habitude qu'ils ne souhaitent ou ne peuvent pas vraiment transgresser. Dans ce deuxième chapitre, nous expliquons que les identités individuelles sont de plus en plus diversifiées par la massification scolaire, le fait que l'école soit rendue accessible à tous, par l'émergence d'une culture de masse, par la télévision, puis les réseaux sociaux, et par les différentes instances de socialisation, la famille, l'école, les amis, les associations, etc. L'émergence des hommes pluriels n'indique pas le fait que les inégalités entre individus restent bien présentes. Mais est-ce pour autant que les inégalités actuelles traduisent un retour des classes sociales ? C'est ce que nous allons voir dans ce troisième chapitre. Depuis la fin du XXe siècle, les inégalités de patrimoine sont de plus en plus importantes. Le fait d'avoir baissé l'impôt lié à la succession a permis à l'enfant qui recevait l'héritage du patrimoine de son parent de recevoir une part plus grande qu'à l'époque où l'impôt était plus élevé. Et parce que cette part était plus grande, parce qu'il y avait beaucoup moins d'impôts qui partaient à l'État, cela a permis de garder la richesse dans la famille et de la faire perpétuer. Quand j'ai eu connaissance de cette information, je me suis demandé qu'est-ce qu'il en était avant, parce que, ok, les frais de succession ont baissé, donc il y a eu une meilleure transmission, mais comment faisaient les gens avant ? Est-ce qu'ils ne donnaient pas leurs biens à leur famille ? Enfin, qu'en était-il ? Eh bien, j'ai appris qu'avant, l'argent allait à l'État. Non, il faut quand même des explications, parce que là, ça a l'air un peu grossier. Les parents léguaient bien leurs biens à leurs enfants, c'est redondant, leurs biens à leurs enfants, petits-enfants, etc. Mais il y avait quand même une grosse partie, un gros pourcentage qui allait directement à l'État. Ainsi, naturellement, au fur et à mesure des successions, eh bien, le bien perdait en valeur, du moins il y avait de moins en moins de patrimoine. Pour illustrer ce propos et la manière dont les choses étaient faites avant la baisse des impôts sur la succession, je vais prendre cet exemple. Imaginons, moi, Simone, j'ai 10 € de patrimoine. Imaginons, bien évidemment. Tout cela reste de l'ordre de l'imagination, sinon ça risque d'être assez inquiétant. J'ai 10 € de patrimoine. Puis un jour, je vais briller tout là-haut. Voilà, je brille tout là-haut. Au lieu que ces 10 € aillent directement à mon descendant, à savoir mon enfant, eh bien, l'État prenait une grosse partie, peut-être 6 €. Ainsi, mon enfant n'avait que 4 € de patrimoine. On sent déjà qu'il y a une grosse différence entre moi, les 10 €, je frimais, je disais, vas-y, j'ai 10 € de patrimoine, nanani, nanana, je suis trop riche, bling, bling, bling. Et mon enfant qui ne reste qu'avec 4 € de patrimoine. C'est bien, mais on peut faire mieux. Puis un jour, mon enfant, pouf, lui aussi, il va briller tout là-haut. Et parce qu'il brille tout là-haut, il lègue tous ces 4 € là à son enfant. Enfin, du moins, il veut léguer ces 4 € à son enfant. Mais, comme les frais de succession étaient élevés, eh bien, c'est pas 4 € que son enfant, donc mon petit enfant, recevrait. L'enfant va juste recevoir 1 €. Entre moi qui avais 10 € et qui flambait sur les Champs-Élysées et mon petit enfant à qui il ne reste qu'1 €, on sent vraiment qu'il y a comme une forte baisse du patrimoine. Face à ce phénomène, je ne sais qui ni quel ministère a tout simplement décidé de baisser les frais de succession, de sorte à ce que dans mes 10 € là, quand je décide de les léguer à mon enfant, eh bien il est soit 10 €, soit au moins 9 €. Ok, c'est déjà bien. Et puis le petit enfant, il a 8 €.
On sent quand même qu'il y a une certaine baisse, mais elle est beaucoup moins importante que dans l'ancien temps, que dans l'ancien système. Ainsi, la première inégalité mise en avant est celle du patrimoine. Ensuite, voyons les inégalités liées au salaire. On observe, non, dans son ouvrage Des inégalités, quelles inégalités? Paru en janvier 2009 de Louis Morin, il met en évidence une augmentation des inégalités de salaire. Pour cela, il a étudié l'évolution du salaire entre 1998 et 2006. Il a mis en évidence que le salaire moyen des 0,01% de la population la mieux payée en France a augmenté de 69% entre 1998 et 2006. Alors que dans le même temps, les 90% les moins bien payés ne voyaient leur salaire moyen mensuel augmenter que de 0,9%. De manière terre à terre, cela signifie que ceux qui gagnaient le plus d'argent se sont davantage enrichis, à 69% quand même, et ceux qui gagnaient le moins d'argent voyaient leur salaire augmenter, mais de manière très peu significative, de l'ordre de moins de 1%. Pourquoi ceux qui avaient déjà un salaire bas n'ont pas vu leur salaire flamber au moins comme ceux qui avaient un salaire haut ou bien de manière en tout cas à rattraper le retard? Cela s'explique par la mondialisation. Je vous explique. Ceux qui avaient un salaire bas effectuaient des tâches qui nécessitaient peu de qualification. Et une tâche qui nécessite peu de qualification est très rapidement remplaçable, que ce soit au sein même du pays ou partout dans le monde. C'était principalement des ouvriers, des personnes travaillant dans des usines. Et la mondialisation a ouvert les portes de la France qui pouvait désormais se fournir en Asie, en Amérique du Sud et dans divers autres continents et pays. Et dans ces pays-là, en général, la main-d'œuvre était encore beaucoup moins chère qu'en France. Beaucoup d'entreprises, dans le temps, ont décidé de se délocaliser, ont décidé de désormais soit positionner leurs usines à l'étranger, soit de se fournir directement à l'étranger. Cela a eu pour conséquence qu'il y a eu de plus en plus d'ouvriers en France sans travail, parce que leur usine elle est partie, donc eux ils n'ont plus rien à faire. Ainsi, dans ce cas, la loi de l'offre et de la demande s'applique. Plus il y a d'offres, plus le prix a tendance à baisser. Dans notre cas, plus il y a d'ouvriers, plus le salaire a tendance à baisser parce qu'ils sont tellement nombreux à vouloir le poste qu'ils seraient prêts à l'accepter même pour un salaire dérisoire. Et parce qu'ils sont prêts à l'accepter même pour un salaire dérisoire, face à ce constat, les entreprises ne voient pas l'utilité d'augmenter le salaire, premièrement, ou au contraire, ça c'est la partie qui peut être un peu plus sadique, elle baisse les salaires pour faire davantage de profit parce qu'elle sait que même si le salaire est au plus bas, il y aura toujours une personne qui voudra ce poste car elle aura besoin d'un emploi dérisoire. Ce système a eu pour conséquence le maintien de salaires assez bas qui augmentaient qu'avec le SMIC et l'inflation, mais sans augmentation conséquente. Alors oui, les inégalités actuelles traduisent un retour des classes sociales, mais ce ne sont plus des classes pour soi, comme l'a théorisé Karl Marx, car les individus n'ont plus la conscience d'appartenir à une classe. C'est ainsi que toi aussi tu as peiné à te caser, du moins à te mettre dans une classe sociale, car t'as pas spécialement ce sentiment-là. Même si dans les faits, tu peux observer certaines inégalités, dont les inégalités que nous avons citées plus tôt, entre toi et tes collègues de classe, tes collègues à l'université, ou bien les différentes personnes que tu as eu à rencontrer. Pour conclure, nous avons vu la raison pour laquelle tu ne parvenais pas à t'identifier à une classe en répondant aux questions suivantes. Que peut-on dire des frontières de classe ? Comment expliquer que les identités individuelles soient de plus en plus diversifiées ? Les inégalités actuelles traduisent-elles un retour des classes sociales ? Dans un premier temps, tu peines à te mettre dans une classe parce que les frontières entre classes sont de plus en plus minces.
Aussi parce que l'école, l'émergence d'une culture de masse et le fait qu'on ait différents cercles sociaux eh bien, fait que, bon, on ne sait plus trop à qui s'identifier. On s'identifie à plusieurs personnes en même temps. Mais on a quand même vu que le fait qu'il existe encore certaines inégalités montre que les classes sociales ne sont pas mortes pour autant, mais elles ne sont plus des classes, pour soi, des classes dans lesquelles on se sent appartenir, des classes pour lesquelles on serait prêt à aller au front pour, comme si c'était une équipe de foot, mais vraiment plus, de manière, structurelle. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Je suis ravie de savoir que ce travail sera écouté, consommé, réécouté et t'apportera de la valeur. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente homme pluriel afin que je sache que tu es une personne qui a écouté jusqu'à la fin. C'était Simone pour Mon Éloquence. Porte ta voix avec paix.